Tu m'en veux toujours? Non, non, pas du tout. Franchement, je suis super contente d'être ici. Mais, enfin, je t'ai dit que j'étais désolé. Ouais, tu penses que ça va suffire? Genre, tu m'as laissé poireauter pendant 2 heures à l'extérieur, sous la pluie en plus. Parce que je cite, monsieur voulait juste savoir quel film était le meilleur entre Cannibal Ferox et Cannibal Holocaust. Non, mais franchement, enfin, moi je me dis. Non, attends, parce que c'est la Saint-Valentin et j'ai un cadeau pour toi, pour me faire pardonner. J'arrive tout de suite, je reviens, t'inquiète. J'espère que tu vas être contente. Tadam! Non, mais t'es sérieux? Ah, quoi? Hellraiser 8? C'est le pire de la saga. Ah, enfin non, enfin le pire c'est le 9. En plus dans Hellraiser 8, il y a quand même Lance Henriksen quoi. Franchement, il y aurait même ta grand-mère. Je me tire ici. Rose, attends un petit peu s'il te plaît. Reviens t'asseoir à côté de moi. Je nous ai concocté une petite sélection spéciale Saint-Valentin juste pour toi, tu m'en diras des nouvelles. Viens. Elles sont magiques ou quoi tes putains de lunettes? À chaque fois je me fais avoir. Ah, la Saint-Valentin, la fête des amoureux, récupérée depuis belle lurette par l'industrie des cartes de vœux, des fleuristes et des chocolatiers pour nous soutirer nos sous lorsque nous avons la chance d'être accompagnés pour le 14 février. Quoi? Comment ça, je suis en retard? Oui bah désolé, je ne suis pas un pigeon à attendre cette date pour aller dépenser mes sous. Non, moi je ne fais que profiter de cette occasion pour pondre une vidéo YouTube, voilà tout. Vous le savez, nous en avons déjà parlé maintes et maintes fois, le cinéma d'horreur aime récupérer des éléments inoffensifs, voire même positifs, bienveillants ou qui inspirent la sécurité, de notre quotidien pour les corrompre, les rendre effrayants et également contribuer un peu plus à rendre l'œuvre réaliste et immersive. Cela permet d'incorporer l'histoire du film dans notre réalité et ainsi d'y être plus sensible, voire même d'y croire au moins l'espace de notre visionnage. Ainsi, assez rapidement, le cinéma d'horreur et d'épouvante a décidé de détourner les codes de certaines fêtes a priori joyeuses pour nous raconter des histoires terrifiantes. Bien sûr, les films se basant sur Halloween trichent un peu, utilisant une fête déjà propice à l'horreur. Mais rapidement, ce fut au tour de Noël de se voir transformé en carnage avec toute une flopée de films et notamment Black Christmas en 74, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, ou Silent Night, Deadly Night et Gremlins en 84, etc. Aujourd'hui, nous avons même des films qui se déroulent à Pâques, au Carnaval, au Nouvel An ou même durant la fête nationale américaine. Bien évidemment, la Saint-Valentin devait y passer. Et soyons clairs, cette fête se prête magnifiquement à l'un des sous-genres les plus connus du cinéma d'horreur, je pense bien sûr au slasher. Bah oui, qui dit Saint-Valentin dit couple d'adolescents et pourquoi pas des fêtes alcoolisées, du sexe et du personnage cliché de ceux qu'on aime voir se faire trucider par un tueur masqué. Et en effet, la Saint-Valentin nous a donné quelques slashers notamment, et nous allons en voir quelques-uns ensemble dans cette vidéo. Et commençons bien sûr avec My Bloody Valentine ou Meurtre à la Saint-Valentin, en version française, un film d'horreur canadien sorti en 1981 et réalisé par Georges Mihalka, qui est à l'origine de pas mal de films québécois comme par exemple Le Chemin de Damas ou La Florida. À la distribution, peu d'acteurs vraiment connus, mais comptons notamment la présence de Neil Affleck, célèbre pour avoir réalisé plusieurs épisodes des Simpsons, mais qui est apparu dans d'autres films d'horreur tels que Scanners en 1981 ou Terreur à l'hôpital central en 1982. Vous reconnaîtrez peut-être également Don Franks, que vous avez pu voir dans Métal Hurlant en 80 ou dans Johnny Mnemonic en 95, et qui était aussi un musicien très connu. L'histoire se déroule dans une petite ville minière qui a connu dans le passé un fait divers particulièrement violent, le jour de la Saint-Valentin, durant lequel un fou furieux assassinera de nombreuses personnes de façon horrible. Seulement voilà, cet homme qui, à la suite de son séjour en hôpital psychiatrique a disparu de la situation, semble revenu, vu que de nouveaux meurtres commencent à quelques jours seulement de la fête des amoureux, et qu'on trouve des messages ordonnant d'annuler les festivités sous peine de voir de nouvelles morts. Qu'on se le dise, Meurtre à la Saint-Valentin est un sympathique slasher typique des années 80, mais qui nous présente des personnages un petit peu différents de d'habitude, puisque nous nous concentrerons sur un groupe de jeunes mineurs, on parle bien des gens qui bossent dans les mines, et de leurs petites amies.
ceux-ci décident d'ignorer les mises en garde de la police concernant la fête de la Saint-Valentin et vont faire la fête aux alentours de la fameuse mine où ils vont évidemment avoir quelques problèmes. Et même s'ils se comportent un peu comme les adolescents habituels des slashers, la plupart de nos protagonistes sont tout de même un peu plus intéressants et développés que d'ordinaire, ce qui n'est pas plus mal. La Saint-Valentin prend ici une place centrale et outre les meurtres, l'intrigue tourne autour des relations entre les personnages et notamment une sorte de triangle amoureux, pas toujours intéressant mais pour le coup totalement dans le thème de la fête des amoureux. Et lorsque je vous parlais de corruption de thèmes ordinaires voire joyeux, ici on est complètement là-dedans. Les meurtres sont plutôt nombreux et surtout la plupart sont originaux et bien violents. Si on les compare aux meurtres des Vendredi 13 de la même époque, qui n'ont pas été épargnés par la censure, on est vraiment à un autre niveau d'hémoglobine. Et ça m'amène à parler du mineur tueur de Bloody Valentine, dont le look est finalement devenu assez iconique au fil du temps. Un masque à oxygène, une combinaison, un casque de mineur et une pioche, et vous avez notre tueur du jour. Et son style est particulièrement efficace, autant par rapport à la peur qu'il inspire, le côté masqué toujours aussi pertinent pour un tueur de slasher, que pour cette iconisation. Un look simple et qui marque la mémoire, lui servant de signature et le démarquant des autres tueurs du sous-genre, surtout à l'époque. Rajoutez à cela une révélation finale sur son identité, qui bien que pas très finement amenée ni très détaillée, est intéressante, des acteurs qui se débrouillent bien, et surtout, le décor de la mine qui convient parfaitement à l'horreur et a fortiori au slasher, et vous avez un très sympathique métrage qui n'a pas vraiment marqué l'histoire malheureusement, mais qui est pourtant au-dessus en termes de qualité que bien d'autres slashers des années 80. De plus, il a plutôt bien vieilli, et ses nombreux maquillages et trucages visuels fonctionnent encore bien, ridiculisant certains effets 3D des slashers d'aujourd'hui. N'hésitez pas à regarder ce film pour passer un bon petit moment entre amoureux, conseil d'un expert en romantisme. Je pensais que Meurtre à la Saint-Valentin était beaucoup moins vieux que ça. Tu sais bien que j'aime pas les films plus vieux que toi. Ah, ok, oui, je comprends. C'est parce que toi, tu penses au remake Meurtre à la Saint-Valentin 3D, qui est sorti en 2009. Et puis, je suis pas tellement d'accord avec ton argument de j'aime pas les films plus vieux que toi. On est d'accord que ça n'a aucun sens en tant que tel. Bah, déjà que je sors avec un mec plus vieux que moi et bizarre, j'ai déjà la honte auprès de toutes mes copines. Et alors, s'il savait en plus que tu regardais des films des années 80, je te jure, genre, en plus, il paraît qu'il y a Kevin, petit médecin de l'ULB, qui s'intéresse à moi. Ok, d'accord, je comprends, tu te venges encore de la dernière fois, je veux bien croire. Mais quand même, il habite où là, ton Kevin ? Durant la grande mode des remakes de slasher des années 2000, inspirés notamment par le renouveau du sous-genre instauré par Scream et ses dérivés, énormément de films des années 80-90 sont revenus sur le devant de la scène. Parmi eux, certains beaucoup moins célèbres que les grandes franchises comme Vendredi 13 ou Massacre à la tronçonneuse, permettant à leurs producteurs d'essayer d'engendrer de l'argent avec des titres moins coûteux à produire. Et My Bloody Valentine, alias Meurtre à la Saint-Valentin, en fait partie. Son remake, Meurtre à la Saint-Valentin 3D, voit le jour en 2009 et est réalisé par Patrick Lussier, que vous connaissez peut-être pour Dracula 2001 ou Helldriver 3D, mais qui était à la base monteur sur pas mal de longs métrages horrifiques tels que les 3 premiers Scream ou Halloween 20 ans plus tard. Autant dire que le bonhomme a bossé sur quelques slashers dans sa carrière. À la distribution, fait étrange, nous pouvons compter plusieurs acteurs de la série Dawson, feuilleton insipide qui faisait fureur à l'époque. Jensen Ackles, oublié aujourd'hui, et Kerr Smith qui a également joué dans Destination Finale. À leur côté, retrouvons aussi Jamie King, vu dans Sin City ou la série Newport Beach, et surtout Tom Atkins, immense acteur vu entre autres dans Fog, Creepshow, L'Arme Fatale ou encore Bruiser. Fort d'un budget de 15 millions de dollars, le film en rapportera 100, ce qui est plutôt pas mal, avouons-le, et ce malgré des critiques assez mauvaises dans l'ensemble. Au niveau de l'histoire, ce remake se permet quelques différences notables. Il commence directement avec une scène de massacre perpétrée dans la mine par Harry Warden, qui n'est autre que le tueur dont l'ombre plane également sur le film original. Puis, 10 ans plus tard, nous retrouvons les survivants de cette tuerie, jadis adolescents et aujourd'hui devenus adultes, qui sont à nouveau réunis dans cette petite bourgade répondant au doux nom d'Harmony. Tom, traumatisé et sauvé in extremis lors de ce terrible événement, revient pour vendre la fameuse mine qui appartenait à son père, ce qui n'est pas au goût des habitants de la petite ville dont la vie est étroitement liée à son exploitation. Il retrouve ainsi le nouveau shérif et ancien rival, Axel, qui ne voit pas son retour d'un très bon œil car il a peur de se faire voler sa femme. Mais le pire, c'est que les meurtres recommencent, et cela semble étrangement coïncider avec la venue de Tom. Donc voilà, la principale différence entre ces deux films est leur ambiance. Ici, on voit que l'équipe a tout fait pour éviter le cliché des jeunes ados qui se font trucider, même si ça ne l'empêche évidemment pas de nous proposer des scènes de nudité complètement inutiles, ou une série de personnages aussi stupides qu'anecdotiques juste bons à servir de proie à notre tueur au masque à oxygène, qui fait bien sûr son retour ici, avec sa bonne vieille pioche. Le triangle amoureux à nouveau présent est un petit peu différent, mais peut-être encore plus au centre de l'intrigue. On ressent également l'influence de la saga Scream avec le côté enquête policière et le pseudo-mystère de l'identité du tueur, beaucoup plus présent que dans l'original.
Malheureusement, l'enquête en tant que telle n'est pas très poussée ou élaborée et les pistes sont le plus souvent brouillées par les relations entre les personnages et notamment le triangle amoureux dont je viens de vous parler. D'ailleurs, sans trop en révéler, le film est bien conscient de sa condition de remake, puisqu'il donne volontairement le nom d'un personnage de l'original à l'un de ses propres protagonistes, et choisit délibérément celui qui s'avérait être le véritable tueur du premier film. Donc, le spectateur attentif pourrait croire savoir dès le départ qui est responsable des meurtres dans cette nouvelle intrigue. Sauf que non, puisqu'au final, le personnage en question est innocent, et que le vrai assassin est en fait celui que tous les événements désignaient depuis le début. C'est un peu le même syndrome que le twist final de Leatherface. Le film se fout un peu de la gueule de son spectateur, avec des indices factices venant d'ailleurs que le film lui-même, en puisant dans le background de la franchise pour tromper son public, plutôt que d'utiliser une mise en scène ou un scénario intelligent. Cela sort le spectateur du film et le frustre car les indices donnés par l'intrigue du film contredisent ceux donnés par ce genre de triche, tout ça dans le seul but de le tromper et ce d'une façon qui peut être perçue comme légèrement malhonnête. À côté de ça, on met ici de côté les maquillages et trucages de l'original pour mettre un max de 3D, dont certains effets ont assez mal vieilli et sont très moches aujourd'hui. Ce métrage ne tient d'ailleurs pas la comparaison avec son aîné très longtemps. Ces meurtres m'ont paru moins nombreux, originaux, et même si certains sont tout de même bien violents, soyons honnêtes, la plupart sont très oubliables. Ajoutons à cela un casting un petit peu à côté de la plaque, avec notamment Kerr Smith et son physique d'adolescent moustachu, absolument pas convaincant en shérif impulsif et violent, et dont la voix en VF achèvera de le faire perdre en crédibilité, parlant comme son personnage de Dawson par exemple. Au final, ce film, contrairement à son aîné, s'inscrit beaucoup trop dans la veine des slashers de son époque, à savoir des films faits surtout pour surfer sur la nouvelle vague du sous-genre, embauchant un maximum d'acteurs de sitcom connus pour attirer un public plus jeune et essayer de l'effrayer avec quelques meurtres sanglants. Tous ces bons côtés étaient déjà présents dans le film original, mais il nous rajoute une bonne dose de défauts dont on se serait bien passé en définitive. Non, je te taquinais. Franchement, je préfère la version originale. Et ben là, je te retrouve, ça fait plaisir. Et pour te faire pardonner de m'avoir taquiné, est-ce que tu n'accepterais pas une petite danse de la Saint-Valentin? Alors là, tu rêves. En plus, tu sais bien que la Saint-Valentin, c'est juste une fête commerciale qui incite les gens à dépenser leur argent. Et en plus, qui pousse les débiles comme toi à regarder des films sur le thème de la Saint-Valentin qui n'intéressent vraiment personne. Ok, ça fait pas plaisir. Et en plus, tu devrais pas dire ça, parce que avec le prochain film, tu vas voir ce qui arrive aux gens qui refusent une danse à un pauvre garçon timide et attentionné. Mortel Saint-Valentin est un film d'horreur américain sorti en 2001 et réalisé par Jamie Blanks, qui est décidément un spécialiste des slashers post-Scream puisqu'il est également à l'origine de Urban Legend. À la distribution, nous avons Marley Shelton, vu dans Nixon ou Planète Terreur, David Boreanaz, célèbre pour ses rôles dans les séries Buffy contre les vampires ou Bones, ou encore Denise Richards, vu dans Starship Troopers ou dans Scary Movie 3. Le film a bénéficié d'un budget de 10 millions de dollars et en a rapporté un peu plus de 30 millions, ce qui en fait finalement un succès très moyen. Le film commence avec un bal de la Saint-Valentin dans un collège de 1988 où un pauvre petit garçon se voit refuser une danse par quasi toutes les filles de l'école. Tout ça parce qu'il a un appareil dentaire et qu'il est, selon leurs critères, un petit peu bizarre. Il finit par trouver une cavalière en la personne de la jeune fille que tout le monde embête pour son surpoids, qu'il peut même embrasser. Seulement voilà, ils sont pris sur le fait par les autres garçons et, honteuse, la jeune fille dit qu'il l'a obligée et qu'il la harcèle. Du coup, le pauvre petit se fait casser la gueule sous les moqueries des gamines, puis carrément envoyé en maison de correction, ce qui influencera grandement le reste de sa vie. Puis, 13 ans plus tard, une des filles en question se fera assassiner, et rapidement, on se rendra compte qu'un tueur, qui est peut-être le jeune garçon de l'époque, est revenu pour se venger de cette humiliation injuste. Vous aurez remarqué que je ne cite aucun nom. C'est tout simplement parce que j'en en ai retenu aucun, car je n'ai trouvé absolument aucun des personnages un tant soit peu intéressants. Ils sont tous clichés, oubliables et les trois quarts sont même insupportables. Pour être honnête, je me suis surpris à penser que certains de ces protagonistes méritaient ce qui leur arrivait, voire même pire. Pas franchement le genre de sentiment qu'un spectateur est censé éprouver pour des victimes, à moins que je sois définitivement un psychopathe. À vous de me le dire dans les commentaires. De plus, chacun de ces personnages se résume quasiment uniquement à ses relations amoureuses et à sa manière de les gérer, ce qui, même dans un film sur la Saint-Valentin, est franchement risible. Le tueur au masque de Cupidon est un peu naze et pas vraiment mémorable non plus. Il n'y a genre zéro mystère sur son identité et les meurtres qu'il commet sont peu originaux et intéressants, un manque d'intérêt à nouveau amplifié par des personnages creux et dont la mort ne vous fera même pas lever un sourcil. La réalisation est passable, certains décors sont intéressants, les acteurs sont moyens, la musique est oubliable, bref, c'est le film moyen par excellence, mais le scénario est tellement peu inventif que vous risquez fort de vous ennuyer devant. À éviter, même pendant la Saint-Valentin. Bon, au moins le point positif, c'est qu'on ne peut pas faire pire que ça sur le thème de la Saint-Valentin. Enfin, je pense. Ne me dis pas que... Imaginons que je connaisse un film pire sur le thème de la Saint-Valentin.
est-ce que j'aurai droit à un bisou? Attends, là je sens l'arnaque. Ça veut dire que tu connais un film bien plus merdique. Attends, tu veux m'arnaquer? Bah, après, t'as quoi à perdre? C'est juste un bisou. Bon, ok. Si tu trouves un film pire que Hellraiser 8, tu auras peut-être un bisou. Je dis bien peut-être. Ok, ça me va, ça me va. Valentine Daisy est un film d'horreur américain sorti en 2018 et qui est réalisé par Mark Allen Michaels, qui est également à l'origine de Fiancé, que vous avez certainement tous déjà vu. Au casting, dans le rôle principal, retrouvez Dallas Valdez, qui a joué dans De Fiancé, que vous avez certainement tous déjà vu. Le film est un petit peu particulier car il ne se passe pas réellement durant la Saint-Valentin, ou du moins ce n'est pas explicite, et ce malgré son titre qui est la raison de sa présence dans cette vidéo. Nous suivons plus ou moins un couple qui se retrouve séparé par une sorte d'invasion de zombies soudaine qui emporte la fille, causant un véritable dilemme à notre personnage principal qui n'arrive pas à la tuer. Comment vous dire? Ce film est une minuscule production qui ne se prend pas au sérieux, bourrée d'un humour douteux et pas toujours très drôle, et enchaînant surtout ses séquences avec une chronologie parfois étrange, le rendant difficile à comprendre et à suivre. Les maquillages de ces zombies sont très bofs, voire carrément nuls à plusieurs moments, mais ils poussent des cris marrants de poulets morts-vivants. Par contre, la photographie est franchement pas mal, et à plusieurs moments, on a droit à de magnifiques plans de paysages fabuleux, ce qui fait bizarre dans ce film où absolument tout le reste du scénario au dialogue est complètement ridicule. C'est d'ailleurs voulu. Donc non, Valentine Daisy n'est pas un bon film, loin de là. C'est même un terrible navet, mais j'avais envie de vous parler d'un film un peu moins connu dans cette vidéo, et qui a beau être nul, est finalement plus inventif et original qu'un mortel Saint-Valentin. Mortellement ennuyeux, ouais. Du coup, mon bisou? Bon, j'avoue, le film était grave nul, mais tellement nul que si je t'approche maintenant, je vais te vomir dessus et ça t'apprendra. Ok, bon bah je suppose qu'on va éviter, hein. Mais avoue que là j'ai épuisé mon stock de films pour aujourd'hui et t'as survécu, c'est que c'était pas si terrible. Alors oui, j'ai survécu, mais c'était franchement pénible, quoi. Je pense que c'est le pire jour de la Saint-Valentin que j'ai passé, franchement. Tous les films étaient aussi commerciaux les uns que les autres, autant que la Saint-Valentin. Tout ça à côté d'un malade mental qui les regarde pour la 10e fois. Non mais franchement... En conclusion, la Saint-Valentin est relativement peu présente dans le cinéma d'horreur, car on a rapidement fait le tour de ce que cette fête a à offrir. Souvent quelques clichés maladroits et rapidement ennuyeux, des personnages se résumant la plupart du temps à leur situation amoureuse, des scènes de sexe ou de nudité, etc. Mais en ce qui concerne My Bloody Valentine premier du nom, le film avait su utiliser le côté niais de la Saint-Valentin et de le corrompre, comme j'aime le dire. Mais comme souvent, après ce premier essai, les longs métrages suivants ne feront que récupérer certains de ces points positifs et se vautrer dans ce qu'ils essayent d'apporter de nouveau. Alors non, la plupart des œuvres horrifiques traitant de la Saint-Valentin au cinéma ne sont pas terribles. Mais ce mélange d'émotions entre amour et horreur, meurtre horrible et mièvrerie insupportable donne tout de même une ambiance assez particulière. Rien de tel qu'un bon film d'horreur pour passer un bon moment avec sa Valentine, essayé en 2020, vu que je suis en retard pour cette année. Mais surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, bah, c'est que vous êtes toujours en vie. Le voilà ton bisou. Bon, je sais pas quand je serai de nouveau disponible, mais je te ferai signe quand je serai là. Et alors tu me fais plus jamais poireauter et fini hein, les films de Saint-Valentin, plus jamais. Bon. Attends, j'ai pas encore fini. Je sais que je suis pas toujours des plus attentionnés et j'en suis désolé. Je suis pas très présent, surtout depuis que ces mecs bizarres avec leurs lunettes noires m'ont contacté. Et je te demande pardon. Mais au final, bah, je le regrette parce que je tiens fort à toi. Et j'espère que tu seras pas fâché contre moi longtemps. Voilà. En fait, c'est pas les lunettes qui sont magiques, mais parfois je l'oublie. Bon, allez, à bientôt, hein. Et ne change surtout pas.